condamner quelqu'un? L'aveu, c'est la reine des preuves. Quelqu'un qui avoue avoir commis un crime, il n'y a pas de raison qu'on en doute. Sauf à démontrer qu'en dehors de son aveu, il y a d'autres présomptions ou il y a d'autres pistes qui mènent vers d'autres personnes. Mais généralement, l'aveu, c'est la reine des preuves. Donc, à vous entendre parler, ça devrait, en principe, rendre beaucoup plus rapide la procédure. Lorsqu'on a une procédure où les auteurs sont connus, ils ont reconnu les faits, la procédure est rapidement bouclée. Bien. Par contre, lorsqu'on a une procédure où personne n'a été pris sur les lieux, nous avons trouvé un corps, le médecin légiste est passé à constater qu'il s'agit d'un crime, nous n'avons personne qui se reconnaît, qui s'identifie comme étant l'auteur de ces crimes, mais il va de soi que cette enquête va traîner parce que les OPJ vont devoir rechercher les auteurs. Il va falloir par tout moyen interroger le public, interroger les voisins, interroger l'entourage, la victime, et parfois jouer même avec la chance, attendre qu'au cours d'un autre fait commis ailleurs, que l'une des personnes interpellées vienne avouer avoir pris part à tel crime qui s'est déroulé il y a X temps, ou avoir eu connaissance de quelque chose. Donc les OPJ vont se saisir de tous ces indices pour essayer de rattraper les coupables. Et généralement, même lorsqu'on les rattrape, devant le magistrat instructeur, ce n'est pas toujours chose facile, parce qu'ils nient tout. Au départ, ils reconnaissent, ensuite, ils reviennent sur leur déclaration. Par la suite, lors de la confrontation, ils sont confondus. Donc, c'est assez complexe. Donc, ceci pour revenir sur la durée d'une information, je disais que ceci est fonction des faits, ceci est fonction des personnes appréhendées, et ceci est fonction des circonstances de la commission de l'infraction. Oui, DG. Je crois que 30 secondes, comme ça chacun aura plus de temps de parole. le développement qui vient d'être articulé nous ramène à ceci, au temps de justice. Le temps de justice est fonction d'un certain nombre de règles. Le temps de justice, tel que l'a dit Maître Yue, commence dès l'enquête préliminaire. Après l'enquête préliminaire, s'ouvre l'information devant le juge d'instruction. Étant entendu que l'enquête préliminaire est diligentée par les officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils ont terminé l'enquête avec, comme je l'ai dit, autant d'enjeux, identifier la victime, identifier le présumé auteur, entendre les témoins, reconstituer les faits, la procédure arrive devant le procureur qui décide, qui déclenche les poursuites. Mais il peut arriver que le procureur ne déclenche pas les poursuites si tant est que les faits ne sont pas constitués d'infraction, qu'ils sont prescrits, ou qu'a priori suscitent plus de questions que de réponses. Le procureur peut classer sans suite, mais également il peut décider de poursuivre, d'ouvrir une information. L'information saisit le juge d'instruction, et là également, il va mener toutes les investigations nécessaires, parce qu'il dispose des leviers juridiques nécessaires, avec les interrogatoires, les auditions, les descentes sur les lieux, les visites domiciliaires, le recours aux expertises. Autant de mesures qui justifient bien sûr que l'on attende un peu, qu'on ait raison gardée, qu'on ait un peu patience. Surtout, et là je parle en direction de Maître Yue, surtout lorsqu'il y a détention préventive. La justice est gardienne des libertés, la protection du citoyen est le principe. Lorsque l'instruction est bouclée, peut-être qu'on va y revenir, ensuite intervient le temps de jugement. Donc le temps de justice est plus ou moins long en fonction des règles, du respect des droits de la défense et des investigations qui sont à mener, étant entendu que toutes n'ont pas pour lieu, pour siège, le cadre dans lequel l'infraction a été commise. Monsieur Ondongema, sur le temps de justice et peut-être même l'aveu, selon vous, on devrait condamner des personnes tout de suite après un aveu ou alors continuer l'enquête? Ce que moi je pense, objectivement, c'est que si la conscience humaine, surtout nous qui avons en main la mise en œuvre de la justice équitable et juste, je précise, comprend que au centre de toute la procédure, il faudrait que le respect de la personne humaine soit de mise, on comprendra que même cet adage, j'ai envie de parler comme ça, trouverait ses limites à un moment donné. Parce que ce soit à la phase préparatoire de la procédure,
ou à la phase décisoire, les droits de l'homme devraient intervenir, si bien que certains écueils pourront être très bien rattrapés et que certaines choses qui sont décriées par la population, peut-être à juste ou à tort, nous pourrons éliminer cela. Mais pour dire que, rappelez ici que, au-delà du principe de la séparation des pouvoirs, hein, l'exécutif du judiciaire, mais il y a la notion que à chaque fois qu'un texte à caractère international sur les droits de l'homme est ratifié, il rentre dans l'ordonnancement juridique interne. C'est ainsi que les juges, les magistrats, en tout cas nous tous qui participons de la mise en œuvre de la justice, nous devons respecter ces textes-là. Parce qu'il se trouve parfois, lors d'un procès, on néglige ces dispositions qui sont d'importance et parfois on regrette ce qui n'est pas. Alors il y a quand même une question essentielle, Yves. Une petite minute. À quel niveau vous êtes souvent interpellé ou impliqué quand il y a une affaire criminelle? Procédure. À quelle étape? Ouverture de l'enquête, le dossier bouclé, le jugement, ou jamais, ou vous allez lire les conclusions quelque part dans un journal et puis vous réagissez après coup? Poser la question comme ça, c'est pas très arrondi. En fait, c'est un principe normal et direct. À chaque fois qu'une question de cette importance est posée, le justiciable, le citoyen a le droit de s'en remettre à l'administration des droits de l'homme. Maintenant, par rapport aux compétences, il faut se le dire, par rapport aux compétences de cette administration, l'administration peut réagir. Oui, il faut vraiment le spécifier ici. Il faut vraiment le spécifier parce qu'on a comme l'impression que quand vous arrivez comme ça, peut-être, je ne vais pas dire, c'est pour rappeler les textes aussi, mais on voit l'avocat, par exemple, impliqué dès qu'il y a le client qui bouge, qui rentre qui voit tout le monde à gauche, à droite. Mais vous, est-ce que vous intervenez, par exemple, quand on a ouvert l'enquête, quand on est en train de ficeler, peut-être prendre une information complémentaire chez madame le procureur, chez le président du tribunal, est-ce que vous êtes vraiment dans le jeu? Non, je vous ai dit en préambule qu'il y a un distinguo à faire entre le judiciaire et l'exécutif. Nous, en ce qui concerne l'administration des droits de l'homme, qui est un département de l'exécutif, on laisse d'abord que le pouvoir judiciaire, j'ai envie de dire, l'administration judiciaire, traite de la question. Maintenant, si la personne mise en cause, ou bien la personne auprès de laquelle on a rendu ce jugement, tout à redire, peut se rapprocher de nous, on verra dans quelle mesure intervenir par rapport à nos compétences. Voilà. Justement, sur l'enquête préliminaire, madame, excusez-moi, on va laisser parler le procureur général et nous dire, sur l'enquête préliminaire, on a souvent beaucoup de plaintes. Est-ce que vous êtes consciente justement que beaucoup de nos compatriotes se plaignent sur la procédure qui est généralement entamée, madame le procureur? Sur la lenteur de la justice de façon générale. Alors, je dirais ceci. Déjà, il faudrait savoir que lorsqu'une enquête est ouverte, la loi prévient une durée de garde à vue. C'est prévu par les textes. 112 heures. 48 heures, prorogé jusqu'à 72 heures. Donc ça veut dire que l'enquêteur qui reçoit cette procédure, qui mène une enquête, il faut reprendre, doit respecter ce délai. Il est tenu de le respecter. Et sous le contrôle du procureur de la République, qui est tenu, les textes lui imposent, de faire des visites, d'effectuer des visites dans les unités de police judiciaire pour suivre l'action menée par les officiers de police judiciaire qui se trouvent sous son contrôle. Donc il y a une durée déterminée et en principe, en respectant ces durées, les problèmes ne se poseront pas. C'est vrai qu'il arrive des moments où la procédure étant plus compliquée et l'enquêteur n'ayant pas réuni tous les éléments, traîne. Mais on rappelle toujours qu'on ne peut pas, au-delà d'un certain temps, il faut présenter la procédure. Alors, nous avons également, on parlait de l'information également devant le juge, parce que lorsque l'enquête est terminée, la procédure arrive devant le procureur qui ouvre, parce qu'elle est en matière criminelle, qui ouvre une information, elle est également enfermée dans des délais. Il y a un temps pour instruire une affaire et permettre sa présentation devant la juridiction de jugement. Tout cela enfermé dans des délais, c'est tout justement pour préserver les droits de l'homme. Moi, je crois que quand vous posez la question de savoir comment, en pratique, lors de l'action judiciaire, les droits de l'homme peuvent intervenir,
mais c'est dans la conception des textes. Quand on dit par exemple qu'en enquête préliminaire, vous êtes tenu de communiquer à la personne que vous avez en face de vous ses droits, lui dire qu'il est gardé à vue, lui dire qu'il a le droit d'avoir un avocat et autres, ça fait partie, je crois, des droits de l'homme. Ce n'est pas les textes légaux mis en place que dans le cadre de cette procédure, on est... Peut-être pour éviter aussi ce qu'on appelle souvent les erreurs judiciaires. Bon, rapidement, Yves, monsieur le directeur et madame l'avocate. Et on va passer à notre autre. Merci. Tout à l'heure, il a été rappelé que dans notre Constitution, on fait référence à un certain nombre de textes dits à valeur constitutionnelle, le préambule de la Constitution. Je crois que cela montre bien qu'il y a intégration dans l'ordonnancement juridique interne des textes de portée internationale. Et le principe de la constitutionnalité des textes garantit le respect des droits de l'homme, étant entendu que le code pénal, parce que c'est de celui-là qu'il s'agit, et le code de procédure pénale, sont parfaitement conformes à la Constitution qui, elle, se réfère aux textes à valeur constitutionnelle. Les droits de l'homme sont respectés à chaque hauteur de la procédure. Lorsque nous sommes en enquête préliminaire, la question essentielle qui convoque les droits de l'homme, c'est celle de la liberté. Lorsque la garde à vue est envisagée, est décidée, naturellement, et Maître Yue se fait fort de nous le rappeler à raison, notification des droits est faite à l'égard de la personne contre qui la mesure de garde à vue est entreprise, à charge par elle, si elle le veut, de pouvoir faire recours à un conseil. Lorsque le dossier arrive devant le tribunal, devant le procureur, qui déclenche les poursuites, donc qui ouvre une information, en l'occurrence, les droits de l'homme sont parfaitement convoqués là également en raison soit de la détention préventive, soit même dans le cadre de la procédure, notamment en première comparution, la question est posée à l'inculpé s'il entend constituer un avocat. Si tel est le cas, cela est relevé et l'avocat est informé. Je pense que, et là il faut que les choses soient claires pour tout le monde, il n'y a pas un temps de justice et un temps des droits de l'homme. La justice à elle seule est une totalité qui est respectueuse des droits de l'homme et il était bon que cela soit rappelé pour que tout le monde s'en convainque. Bien, merci. Madame l'avocate. Je voulais juste intervenir pour compléter. Dans le même sens. Dans le même sens. Allez-y alors. Oui, pour dire que lorsqu'on analyse et on examine le code de procédure pénale, puisque c'est celui-ci qui nous intéresse, nous allons constater que toutes les violations de la procédure sont prescrites à peine de nullité. Ça veut dire que le législateur a pris le soin de garantir les droits des personnes poursuivies. On vous dit que le procès verbal d'enquête préliminaire peut être annulé si les règles relatives à la détention préventive n'ont pas été respectées. Ça veut dire qu'on tient à cœur le respect des droits de l'homme, le respect des droits de la défense. Lorsque la procédure arrive devant le procureur de la République qui décide d'ouvrir une information, nous parlons du présumé innocent. Même lorsque, tout à l'heure, vous l'avez souligné, lorsqu'on l'a trouvé avec un couteau, la victime gisant dans une mare de sang, on dit qu'il est présumé innocent. Parce que tout simplement, on veut préserver ses droits. On voudrait qu'il ait droit à un procès équitable. Sinon, il suffirait de le prendre tout de suite. Il a un couteau, il a les mêmes acculés de sang, on dirait qu'il est le coupable et on le condamne tout de suite. C'est ça que le public ne comprend pas. Voilà, c'est ça que le public ne comprend pas parce que la loi veut bien que ce monsieur puisse avoir droit à une défense. Même si donc il faut faire la preuve de sa culpabilité. Il faut faire la preuve de sa culpabilité. Il est présumé innocent, il n'est pas présumé coupable. Présumé que ça n'existe pas chez nous. Il y a présumé innocent. La présomption d'innocence existe. Lorsque vous regardez tous les actes à accomplir par le juge d'instruction, tous ces actes sont prescrits à peine de nullité. Aussi bien en ce qui concerne les durées de la garde à vue, en ce qui concerne les ordonnances qu'il est amené à prendre, lorsqu'un certain nombre d'actes ne sont pas posés, la manière n'y est pas, c'est prescrit à peine de nullité. Tout simplement parce qu'on veut donner le maximum de transparence et de lucidité et garantir les droits de l'accusé. Merci, Monsieur le Président. Donc, le droit de la défense... Madame, vous pouvez compléter, allez-y. Oui, je voudrais justement rappeler que nous sommes ce soir... nous sommes là pour parler de la justice face au crime. Et il faudrait que les téléspectateurs comprennent
exactement ce que nous sommes venus faire. La présomption d'innocence, il faut qu'on sache que même si on vous prend en flagrant délit de crime, vous êtes présumé innocent.